quel autre moyen, est à notre disposition aujourd'hui, à part le fait de contester pacifiquement, collectivement, de manière ciblée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller contester la Constitution, le Parlement, non, il s'agit de contester les mesures sanitaires en ne les respectant pas, en étant conscient du fait qu'on encourt des sanctions si on le fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le port du masque, et en étant parfaitement pacifique, encore une fois, il ne s'agit pas d'aller... Je n'ai pas la tête d'un black bloc, pour être clair. Je m'appelle Jean-Frédéric Poisson, je suis président du parti politique qui s'appelle la Voix du Peuple. J'ai effectué 2 mandats à l'Assemblée nationale en tant que député. J'ai été vice-président de la commission des lois, j'ai présidé la commission d'enquête sur les moyens de Daesh, j'ai été chargé du contrôle de la mise en œuvre de l'état d'urgence par le gouvernement à partir de novembre 2015 et des attentats du Bataclan, entre autres choses. Je suis un ancien DRH de la métallurgie, j'ai maintenant une activité de consultant qui fait partie aussi du panel professionnel. Je suis docteur en philosophie de formation, j'ai également passé quelques années un master de droit social, puisque j'ai beaucoup travaillé dans les thématiques du droit du travail, des collectifs de travail, des conditions de travail pour les salariés dans les entreprises et les organisations. J'ai été maire de Rambouillet, j'ai été président de la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire. J'ai publié un certain nombre d'ouvrages de philosophie morale et politique, également plusieurs ouvrages sur l'islam. Mon dernier livre s'appelle La Voix du Peuple avec un X, et il traite de la manière de rétablir la souveraineté populaire, en particulier avec la prédominance des corps intermédiaires dans le cadre de la décision publique, et puis une réforme institutionnelle dont nous aurons, je pense, la possibilité de parler dans cet entretien. Je fais beaucoup de choses qui sont parfaitement interdites aujourd'hui. Je suis chasseur, je suis amateur de bonne chair et de cuisiner moi-même. J'aime beaucoup jouer aux cartes, et je suis l'ancien pilier gauche du 15 parlementaire. Voilà qui fait mon panel personnel. Et voilà, je suis par ailleurs engagé en politique depuis maintenant un quart de siècle. À force de dire un quart de siècle, d'ailleurs, ça fera bientôt 30 ans. Et je suis candidat à la prochaine élection présidentielle de 2020. Non. Non, parce que j'ai compris que ça ne servait à rien, que par ailleurs, j'ai bien entendu, alors je sais que dans beaucoup d'endroits où je suis amené à me déplacer, en particulier dans les grandes villes, c'est une chose qui est fixée par les arrêtés municipaux, mais je considère que, autant je le porte par respect pour les personnes qui m'accueillent, pour ne pas, incommoder les personnes avec qui je voyage en transport en commun, puisque je pratique volontiers les transports en commun quand je me déplace en Île-de-France, mais là je vous parle depuis Lyon par exemple, j'ai pris le train hier, et évidemment que j'obéis aux consignes de le porter dans les transports en commun au lieu fermé, parce que je veux bien considérer que dans ces cas-là ça sert à quelque chose, mais là où ça ne sert à rien, je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à porter un masque quand c'est inutile, et je considère que c'est une mesure qui est inutilement contraignante. J'en prends un exemple que nos auditeurs connaissent parfaitement. Quand vous vous promenez à l'époque où les terrasses de café et de restaurants étaient encore ouvertes cet automne, eh bien, vous étiez obligé de porter le masque en marchant sur le trottoir, alors qu'à 50 cm de vous, les gens qui étaient assis à la terrasse d'un bistrot pouvaient, eux, ne pas le porter, selon des logiques que je ne comprends toujours pas. Et d'ailleurs, il n'y a effectivement aucune espèce de rationalité derrière cette contrainte. Donc, j'ai pris le parti de faire en sorte que, quand je me déplace dans la rue, je ne porte pas le masque, parce que je considère que ça ne sert à rien. Évidemment, je suis prêt à payer l'amende si on me donne une amende. On y reviendra tout à l'heure, mais la désobéissance civile, dans sa manière d'être pratiquée, comporte l'idée qu'effectivement, on accepte la sanction qu'on encourt si jamais elle vient. Mais en tout cas, c'est une manifestation pour moi de désapprobation concrète, pratique, immédiate, à un certain nombre de règles sanitaires, ou de leurs formes en tout cas, qui nous sont imposées aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, la défiance des Français à l'égard du monde politique est une affaire ancienne. Elle ne date pas, malheureusement d'ailleurs, de la crise sanitaire, ni même du début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais je dois dire que cette défiance n'a cessé de s'accroître depuis que Emmanuel Macron est entré en fonction. Il y a plusieurs raisons à cela, qu'on retrouve d'ailleurs toutes dans cette crise sanitaire. Il y a d'abord une espèce de
on va dire, d'arrogance, pour ne pas dire de mépris du peuple qui est manifesté par Emmanuel Macron et une grande partie de ses soutiens, qui a conduit le président de la République à dire, par exemple, nos auditeurs s'en souviennent, que dans une gare, on croise sur le quai des gens qui ont réussi et d'autres qui ne sont rien. Je ne comprends pas comment on peut prononcer cette phrase simplement quand on est un être humain. L'idée que quelqu'un ne soit rien est étrangère complètement à ma manière de concevoir la personne humaine et les relations entre les personnes. Ou bien quand M. Macron va dire devant le Parlement allemand à Berlin que de l'Allemagne où il parle de ce côté du Rhin, on a compris l'Europe et l'histoire contemporaine et le bienfait de l'Europe, et puis de l'autre côté du Rhin, c'est-à-dire en France, on n'a toujours pas compris. Comme si les Français étaient incapables de comprendre qu'en fait, l'Europe n'est pas la solution, mais une grosse partie du problème, et leur réticence vient de là. Ou encore, quand ils traitent depuis le Danemark les Français de Gaulois réfractaires. Je trouve que pour des Gaulois réfractaires, on est quand même plutôt discipliné dans cette affaire de crise, et un peu trop, à mon avis. Ou encore, la manière dont on traite les Gilets jaunes. Je parle de ceux qui manifestaient dans le cadre des manifestations de Gilets jaunes en respectant la philosophie initiale du mouvement. Je ne parle pas de ceux qui ont décidé de tout casser, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la revendication d'origine. Bref, beaucoup de manifestations de mépris, d'arrogance, qui n'ont pas arrangé, comment dire, la confiance. Puis deuxièmement, des mensonges, des contradictions, des ambiguïtés qui sont malheureusement la marque de ce quinquennat et la marque de la gestion sanitaire. Ou alors des choses qui sont prononcées à l'emporte-pièce et qui ne permettent pas aux Français de comprendre ce qui se passe, ni d'avoir effectivement confiance dans une parole qui change du jour au lendemain. La dernière en date, et Emmanuel Macron n'est pas le seul en cause, mais le président du comité d'éthique, membre du conseil scientifique du président, nous explique qu'il faut confiner à toute vitesse un jour, et puis le lendemain nous explique que finalement ça peut attendre 3 semaines. Alors, comment voulez-vous vous retrouver dans cette affaire? On est en guerre, mais on ne reconfine pas parce qu'on attend. C'est urgent, mais c'est pas urgent. On va vacciner tous les Français, nous dit le ministre de la Santé, fin août, 60 millions, puis maintenant on apprend que seront vaccinés en fait ceux qui veulent, c'est-à-dire peut-être une quinzaine. Donc, enfin, pardon, mais on ne peut pas comprendre tout ça. Parce que ça n'a pas de sens, et parce que je pense que la santé des Français n'est pas la première préoccupation, malheureusement, des pouvoirs publics en l'espèce. Donc, au fond, cette défiance, elle vient initialement, de manière très ancienne, d'une forme d'inefficacité des politiques publiques à améliorer le sort de nos concitoyens et de notre pays. Ça, c'est antérieur à Emmanuel Macron, mais la manière de gouverner de ce pouvoir est irresponsable, ne permet pas, en réalité, d'avoir confiance dans la parole qui est dite. Or, quand nous sommes en situation de crise aiguë, comme c'est le cas aujourd'hui, on a besoin d'avoir des représentants ou des chefs qui parlent peu, mais qui parlent d'or, qui ne changent pas la vie tous les 4 matins et qui disent la vérité, même si elle n'est pas facile à entendre. Et ça, malheureusement, nous en sommes privés. Voilà, je crois, quelles sont les causes de cette défiance que je comprends et que seule, je pense, une réforme en profondeur des institutions et un changement radical du personnel politique pourrait permettre de guérir. Alors, pour plusieurs raisons, certaines d'entre elles sont juridiques et les autres sont politiques. Les raisons juridiques, c'est que seuls les parlementaires ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, et malheureusement, pour le moment en tout cas, je ne suis plus au Parlement. Donc cette capacité m'est enlevée pour le moment, et je n'ai pas le sentiment que les formations politiques qui sont représentées au Parlement aient une très grande envie de s'opposer de manière énergique à la politique sanitaire qui est conduite aujourd'hui. En tout cas, je ne l'ai pas vu jusqu'ici, en dehors de prises de parole plus ou moins énergiques, mais enfin qui n'ont pas abouti à des oppositions très fermes et très énergiques. Deuxièmement, une raison politique, c'est que c'est le seul moyen qui reste au peuple lorsqu'il considère qu'il est en situation d'être opprimé. Alors ça mérite 2 précisions. La première, vous avez peut-être l'impression, et vous vous demandez peut-être, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on serait aujourd'hui en situation d'oppression? Alors, la réponse que je peux essayer d'apporter, c'est la suivante. Depuis maintenant 1 an et demi, il se trouve qu'une douzaine de nos libertés fondamentales sont rabotées, suspendues et parfois même supprimées. La liberté d'aller et venir, la liberté de manifester, la liberté de se réunir, la liberté de voir les siens, la liberté de travailler, la liberté de jouir de son propre patrimoine ou des fruits de son travail, la liberté d'éducation qui est mise à mal par le projet de loi sur le séparatisme qui est débattu en ce moment à l'Assemblée nationale,
la liberté de culte, qui a été attaquée au printemps et qui est à nouveau attaquée par les dispositions de l'état d'urgence sanitaire depuis l'automne, la liberté de contrôler les décisions de l'exécutif, puisque le conseil scientifique et le conseil de défense se réunissent aujourd'hui sans ordre du jour public, sans compte rendu. Personne n'a accès aux décisions qu'il prend ni à la manière dont elles sont prises, et donc personne ne peut s'y opposer de manière ouverte, y compris par les moyens de droit. Donc en fait, nous sommes dans un système dans lequel, alors je ne parle même pas de la liberté d'expression, dont vous voyez comme moi que entre la loi Avia, ce qui arrive dans le projet de loi de sécurité globale et le séparatisme sur le combat de la haine sur Internet, qui est une historique, et la censure des réseaux sociaux, vous voyez bien que nous sommes quand même dans un régime dans lequel on nous compacte petit à petit, de manière insupportable. Donc je considère que nous sommes dans un régime d'oppression. Le peuple français, en ce moment, subit des atteintes à ses libertés fondamentales qui sont insupportables, et malheureusement, le seul moyen que nous avons de protester, puisque le Parlement ne le fait pas, nous sommes le seul parti politique, via la voix du peuple, à avoir attaqué devant le Conseil d'État un certain nombre de libertés, un certain nombre de décrets, qui attaquaient nos libertés. Le dernier en date, c'est le fichage. Rendez-vous compte que nous sommes dans un pays dans lequel on peut être fiché désormais pour ses opinions politiques, religieuses ou syndicales. C'est-à-dire qu'on a hurlé contre Nicolas Sarkozy quand il a essayé de le faire il y a 12 ans. D'ailleurs, on a bien fait de hurler parce que je pense que ces propositions de l'époque étaient inadaptées. Mais là, aujourd'hui, comme par miracle, ça passe tout seul. Donc il faut se battre contre ça. Quel autre moyen, est à notre disposition aujourd'hui, à part le fait de contester pacifiquement, collectivement, de manière ciblée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller contester la Constitution, le Parlement, non, il s'agit de contester les mesures sanitaires en ne les respectant pas, en étant conscient du fait qu'on encourt des sanctions si on le fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec le port du masque, et en étant parfaitement pacifique. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller... Je n'ai pas la tête d'un black bloc, pour être clair, et je n'ai pas l'intention de provoquer l'insurrection. Je suis mal à l'aise avec la violence quelle qu'elle soit, je n'aime pas ça. Donc voilà, il ne nous reste que ce moyen, qui est celui d'une protestation pacifique, collective, proportionnée, et ça s'appelle très clairement la désobéissance civile. C'est d'ailleurs la résistance à l'oppression qui est reconnue dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comme un des droits imprescriptibles de l'homme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Alors, je crois pour deux raisons. La première, parce que toute la stratégie du gouvernement depuis le début de la crise sanitaire repose sur la peur. En fait, il y a de quoi, comme on dit parfois trivialement, pardon d'utiliser ce mot, péter de trouille quand on écoute attentivement des informations. Moi, je ne le fais pas parce que ça me fatigue, mais je vois très bien quand on est soumis au feu roulant des chaînes d'information continue qui vous rappellent sans cesse le nombre de morts, le nombre de cas positifs. On ne sait pas très bien d'ailleurs ce que ça veut dire un cas positif. Quand on vous dit qu'il y a tant de morts qui sont morts de la Covid, en fait, on n'en sait rien parce qu'on n'autopsie pas les gens qui sont morts, donc on ne peut pas savoir de quoi ils sont morts pour de vrai. Et on oublie de considérer que parmi ceux qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont diabétiques, qui avaient des problèmes cardiaques, pulmonaires. Bref, on est entretenu dans une espèce de psychose collective qui fait qu'on a peur, chacun d'entre nous a peur pour sa santé, c'est d'ailleurs légitime, mais du coup, vous faites ce que vous voulez d'un peuple quand vous arrivez à lui faire peur, c'est d'ailleurs ce qui fait le succès des régimes autoritaires. Et la deuxième raison, c'est que je pense que la logique individualiste, qui est celle d'un système que je combats, qui est le système néolibéral, elle a réussi son objectif, c'est-à-dire qu'elle a réussi à isoler les gens. Et de la même manière que, petit à petit dans les entreprises, le collectif de travail s'est délité et affaibli, laissant d'une certaine façon chaque salarié en face de l'autorité son propre patron. Alors tous les patrons ne sont pas des salopards et des gens qui se comportent mal, mais enfin il y en a aussi. Nous sommes comme consommateurs laissés face à la toute-puissance des grandes entreprises qui nous vendent des produits, des services, etc., sans beaucoup de moyens de protester. Nous sommes en tant que peuple laissés individuellement face à la toute-puissance de l'État, contre laquelle il est utile de vous dire qu'une personne toute seule ne peut pas faire grand-chose. Donc au fond, cet émiettement, ce fractionnement de la société en autant d'individus qui vivent les uns à côté des autres, pas forcément les uns avec les autres, ne nous met pas dans la situation d'envisager facilement de conduire des actions communes. Et je pense que la conjonction des deux, la peur d'un côté, l'isolement de l'autre côté, quand vous ajoutez les deux,
vous avez assez peu de possibilités en fait de réussir une mobilisation collective qui serait pourtant nécessaire si on voulait contrecarrer la politique du gouvernement, c'est ce qu'on souhaite. Alors d'abord, ce n'est pas exclu, premièrement. Deuxièmement, vous évoquiez M. Philippot tout à l'heure, nous avons participé aux manifestations qu'il organise, je crois que c'est le samedi après-midi, devant le ministère de la Santé pour manifester notre opposition comme la sienne à la dictature sanitaire. Et moi, de manière plus générale, je suis très très clairement dans une optique de rassemblement en vue de la présidentielle de 2022, mais avant cela, de toutes les œuvres collectives qui sont nécessaires et qu'il faudra conduire, parce que de toutes les manières, que ce soit simplement pour essayer d'infléchir la politique sanitaire du gouvernement, ou plus généralement pour empêcher le président de la République d'être réélu en 2022, si nous n'avons pas, si nous n'arrivons pas à mettre en œuvre un projet commun de gouvernement, appelez ça un programme commun de gouvernement, un projet politique commun, vous appelez ça comme vous voulez, le moins important c'est commun, si nous n'y arrivons pas, alors il est clair que nous subirons pendant 5 ans supplémentaires les affres du macronisme et de son représentant. Et si ça n'est pas Emmanuel Macron, son représentant, ce sera quelqu'un d'autre, et ne vous inquiétez pas, il lui ressemblera beaucoup. Ou plutôt, inquiétez-vous, il lui ressemblera beaucoup. Donc la clé, c'est ça. Mais je constate que, à commencer par les élections locales qui se profilent devant nous, à supposer que les élections régionales se tiennent en juin prochain, eh bien, même pour ces échéances qui sont pourtant des échéances concrètes, très circonstanciées, très, comment dire, incluses dans des territoires qui sont limités, bien sûr, et bien même pour cela, nous n'arrivons pas à faire comprendre la nécessité de se réunir au-delà des frontières des partis politiques, et la logique de rassemblement ne semble pas encore être une priorité des gens qui considèrent qu'ils peuvent gagner tout seuls. Personne ne gagnera tout seul, moi le premier, mais personne, même pas ceux qui pèsent aujourd'hui 48% dans des contours des sondages d'opinion aux élections présidentielles. Et d'une certaine manière, ce qui m'importe le plus à moi, ce n'est pas d'où viennent les gens. Ça m'importe peu. Il ne s'agit pas de savoir si évidemment, s'ils sont des repris de justice et des criminels de grand chemin, c'est un peu différent. Mais je considère, moi, que ce qui est important, c'est ce qu'on veut faire de la France. Et ce qu'on veut faire de la France, il y a suffisamment de points communs que nous partageons les uns et les autres pour se mettre d'accord sur ce projet et aller en ordre serré et collectif à la bagarre des élections présidentielles. Si nous n'arrivons pas à faire ça, ce sera très compliqué. Donc ça n'est pas perdu, ça n'est pas encore fait. Nous y travaillons, j'y travaille, et nous avons, par exemple, avec M. Philippot, que vous mentionnez tout à l'heure, mais aussi avec d'autres, des contacts, et je ne désespère pas que nous puissions y arriver le moment venu. Très simplement, je me suis abstenu parce que, comment dire, quand on est dans le groupe majoritaire, comme c'était mon cas, s'abstenir veut dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà quelle est l'essence de mon vote de l'époque. J'étais par ailleurs suppléant d'un membre du gouvernement et je siégeais comme tel à l'Assemblée nationale, donc les circonstances étaient un peu plus compliquées pour moi. Cela étant dit, comment dire, mon opposition à tous les traités européens est constante et sans une espèce de variation. Nous avons fait campagne en 2005 contre le traité de Lisbonne et participé avec bonheur à la victoire de l'époque. J'ai voté contre le traité budgétaire en 2012, en septembre 2012, qui donnait les clés budgétaires de la France à Berlin. J'ai voté contre le protocole de Londres qui fait que c'est l'anglais qui s'impose aux Français, y compris dans le dépôt des brevets qui sont déposés en France par les entreprises, etc., etc. Et j'ai clairement pris position pour, comment dire, la sortie des accords de Schengen, pour l'abrogation de tout un tas enfin, la sortie de la CEDH. J'étais le premier au Parlement à déposer une motion pour quitter la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin voilà, c'est chez moi une constante et encore une fois qui n'a pas souffert d'exception depuis maintenant une grosse douzaine d'années d'engagement politique national.
Il y a dans, dans la vie de la cité, de la société, des groupes humains qui sont constitués et sans lesquels l'être humain ne peut pas vivre heureux, ne peut pas s'épanouir. Ces groupes sont la famille, où on apprend sa langue maternelle, on apprend les rudiments de la vie sociale, et parfois plus que des rudiments, on apprend la manière de vivre en société, on apprend des tas de choses comme ça. Le deuxième groupe, ce sont les entreprises où on participe à la prospérité commune en créant de la richesse. Le troisième groupe sont le monde associatif où on apprend l'engagement dans le sens de la gratuité du service à la collectivité dans le champ qui nous intéresse. Et le quatrième groupe, c'est le territoire dans lequel on apprend l'enracinement, l'identité géographique ou territoriale et au-delà, évidemment, l'identité et la culture nationale. Ces quatre types de groupes sont ce que j'appelle les corps intermédiaires. D'habitude, on réduit les corps intermédiaires aux syndicats ou aux organisations professionnelles. Ce sont des associations, mais les autres groupes ne sont pas moins essentiels à la vie sociale. Alors je sais bien que comment dire, la famille avec un grand F est un modèle, pour employer ce mot, qui n'est plus universellement partagé par nos concitoyens. Je sais bien qu'il y a diverses formes d'entreprises, je sais bien qu'une grande diversité d'associations, tout ça je le sais, mais cette manière de participer au bien commun, à la construction de la cité, elle est essentielle parce que ces groupes, ils ont à la fois, ces corps intermédiaires, à la fois, ils sont pour nous l'occasion de découvrir ce qu'est la dimension collective de la vie humaine et l'engagement collectif, en même temps qu'ils ont une fonction de protection de la toute-puissance de l'État vis-à-vis des individus que nous sommes. Donc il y a une fonction vers le haut et vers le bas, si on peut dire les choses ainsi. Ils ont été piétinés par le macronisme, qui d'ailleurs a théorisé ce piétinement, puisque dans différentes interventions, Emmanuel Macron lui-même ou ses soutiens ont expliqué qu'en fait, les corps intermédiaires n'avaient aucun rôle à jouer dans la définition des politiques nationales et qu'il faudrait mieux s'occuper de leurs adhérents et que le reste, il fallait laisser la politique aux grandes personnes, pour dire les choses simplement. Moi, je souhaite que ces corps intermédiaires reviennent en force dans le débat public parce que c'est là, que c'est dans ces corps intermédiaires, ce sont dans ces groupes humains que nous vivons. Sans compter d'ailleurs les groupes d'affinité que nous pouvons constituer en dehors de ces structures. Et si on n'arrive pas à les remettre au cœur de la décision publique, alors nous continuerons de laisser le pouvoir à l'État central. Et malheureusement, nous sommes en train de voir aujourd'hui des limites qu'on atteint très rapidement lorsque seul l'État central a le pouvoir. Les territoires sont ignorés, le dialogue social a disparu, les familles sont méprisées et rabotées dans leur pouvoir d'achat quand les associations elles croulent sous telles contraintes administratives et financières qu'elles n'en peuvent. Donc, on est en train d'étouffer petit à petit le pays. Et donc, pour répondre à votre question sur la souveraineté à la française, il faut tenir compte pour ça d'éléments historiques. Nous sommes habitués à vivre avec un État central. La France n'est pas une fédération. Donc, ça veut dire que la question est posée de savoir comment on rééquilibre le pouvoir entre l'État, les régions, les départements et les collectivités. Ça ne veut pas dire qu'on doit supprimer du pouvoir aux collectivités, ça veut dire qu'on doit leur donner de quoi agir sur leur territoire, mais en laissant à l'État sa force de régulation et de protection, ce qu'il perd quand il se dilue ailleurs. On doit redonner à l'État les moyens de faire en sorte que le peuple français reprenne en main son propre destin, c'est-à-dire que, très clairement, je suis absolument pour le rétablissement du contrôle des frontières, pour la sortie de la Cour européenne des droits de l'homme, ça rend la souveraineté judiciaire à la justice française et à l'État français. Je suis absolument pour la limitation du pouvoir de la Commission, le fait de redonner à l'État français un certain nombre de prérogatives qu'il a perdues dans les transferts successifs de compétences qu'on a opérés vers Bruxelles, en matière d'industrie, en matière de recherche, en matière d'immigration, en matière dans toutes ces matières-là. Et je suis absolument pour que deux questions soient posées par le biais d'un référendum, de deux référendums français, sur le point de savoir si oui ou non ils veulent sortir de l'Union européenne, et si oui ou non ils veulent conserver l'euro comme monnaie commune. On peut faire des débats sur le sexe des gens, à n'en plus finir sur ces deux questions. Avant de faire quoi que ce soit, je veux que les Français, d'abord, connaissent les termes du débat, et ils ne les connaissent pas. Parce qu'on ne leur dit pas, ce n'est pas de leur faute. Mais allez voir clair dans la question de savoir s'il faut une monnaie commune, une monnaie unique, deux monnaies à la fois si on revient au franc. Même des économistes là-dessus se perdent de temps en temps, alors on va prendre son temps.
organiser un grand débat public, comme on l'a fait d'ailleurs au moment du traité de Lisbonne, et on s'est rendu compte que, je pense que nos auditeurs s'en souviennent, le traité de Lisbonne était un document écrit en très petit, avec pas beaucoup d'images, hein, si vous avez bien le document en tête. On s'est emparé du débat, l'ensemble de la population française, et ça a été un débat politique très riche et un référendum très intéressant. Nous devons faire la même chose sur l'euro et sur le Frexit. Contrairement à d'autres, je ne fais pas du Frexit un préalable. Je considère que c'est un sujet sur lequel les Français doivent décider par référendum. Mais ils doivent décider au terme d'un débat qui pose vraiment toutes les dimensions du problème les unes après les autres. Qu'est-ce qu'on encourt si on sort de l'Union européenne? Quels sont les risques? Quels sont les avantages? Tout le monde n'est pas d'accord sur les risques et les avantages. Certains disent ça va nous coûter un bras, d'autres disent on s'en sortira beaucoup mieux. Sans doute il y a un peu des deux. Et en tout cas, même si on en est réduit à des hypothèses, au moins que ces hypothèses soient sur la table, qu'on les partage et qu'on en débatte calmement. Et ensuite, les Français prendront leurs décisions. Et je n'exclus pas qu'on doive sortir de l'Union si jamais on n'arrivait pas à orienter l'Union européenne dans un sens qui soit plus favorable à ce que la France récupère son destin en main. Voilà ce à quoi je crois, et voilà ce à quoi je m'apprête à appeler le peuple français qui doit pouvoir débattre et décider lui-même de ça. À fond pour, 3 fois pour, même s'il faut, et il faut respecter les gestes sanitaires à l'intérieur, c'est-à-dire une table sur deux, l'espacement, etc. Ok, très bien. Et oui, à fond pour, et j'irai là où ça bouge, j'en ai pas trouvé jusqu'ici, où j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je soutiens à fond. Contre, absolument. Contre, parce que ça n'est pas nécessaire. Surtout si on nous l'a fait alors mauvaise manière à l'État centralisateur, comment dire, exclusif et excroissant, c'est-à-dire on reconfine même la Bretagne, là, je crois, pas plus que quelques dizaines de cas recensés. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Donc, bien sûr que non. Nous en mourrons, si jamais. Enfin, mourrons, non, la France ne mourra jamais. Mais enfin, disons qu'on sera très mal en point, plus encore que maintenant. Par contre, à partir du moment où on a les garanties qu'il faut. J'ai été vacciné quand j'étais petit, alors je ne sais pas si dans votre génération à vous, vous avez eu le BCG quand vous étiez à l'école, les vaccins contre le tétanos, la variole, je ne sais pas trop quoi. Bon, j'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays du monde où il fallait que je sois vacciné contre la malaria, la fièvre jaune, un certain nombre de choses. Évidemment que j'ai été vacciné, je ne suis pas contre le vaccin par principe. Je suis contre le vaccin quand on ne nous dit pas que ça sert à quelque chose, surtout quand on nous dit qu'on n'est pas sûr que ça sert à quelque chose. Et je suis contre le vaccin tant qu'on ne m'a pas donné des assurances sanitaires que je n'en couvrirai pas de conséquences néfastes. Mais une fois qu'on m'aura dit tout ça, pourquoi pas se faire vacciner si ça sert à quelque chose? Ni pour ni contre, bien au contraire, comme dirait l'autre. Mais enfin, pour ou contre les personnes, j'ai toujours du mal avec cette formulation, mais je comprends sans doute votre question, je vais quand même y répondre. Pour, parce que je trouve que c'est un homme qui a l'humilité des grands savants. Alors ça peut vous paraître paradoxal parce que il est très sûr de ce qu'il dit, mais précisément, il faut une très grande humilité devant la discipline qu'on pratique pour être sûr de ce qu'on avance quand on l'avance. Et je trouve que c'est un homme courageux. Moi, j'ai du respect pour les hommes courageux. Alors là, j'ai répondu. Pour ou contre l'Europe, oui. L'Union européenne de Maastricht, non. Et pour ou contre un référendum, bien sûr que oui.